Je vous remercie d'avoir répondu à notre appel aujourd'hui à cette table ronde. Ainsi, je remercie notre invité d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous avoir ici avec nous, Ansoufi Cheikh, Sidaouit Nguyen. Donc, comme vous voyez, l'université de Béjaïa a connu une période d'hibernation politique, si vous voulez. Mais cet événement extraordinaire dans la rue a fait rêver dans chacun de nous un vrai militant. Et on est ici aujourd'hui pour discuter des solutions de sortie de crise. La séance d'aujourd'hui portera comme thème les alternatives politiques et désignation d'en bas, qui va se dérouler comme suite. On va donner la parole à notre conférencier pendant 20 minutes et ensuite on va passer aux questions. Il y aura une liste qui va se dérouler, une liste pour les intervenants. Ceux qui veulent intervenir, ils inscrivent sur la liste. Et s'il vous plaît, il faut mener cette conférence. Il faut assurer le bon déroulement de la conférence en évitant les interventions bilatérales. Et je vous remercie et je donne la parole à notre conférencier pour commencer. Donc moi, si vous permettez, je vais présenter brièvement je dirais mon ancien voisin, Hicham Arouibah, qui est un jeune chercheur en socio-économie, diplômé en ingénieur d'enquête à l'ISA, de l'Université de Lille 1, et ancien élève de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, chercheur associé à l'Institute of African Studies, Zhejiang University en Chine, membre aussi du laboratoire CESSMA de l'Université de Paris 7 et affilié à l'Université d'Oran 2. Sans oublier que c'est un ancien élève de notre université, de cette université. C'est quelqu'un, c'est un jeune chercheur, je dirais, de notre région, de la région de Béjaïa, qui fait l'honneur de nous tous autant que Béjaouis, et particulièrement moi-même étant une ancienne voisine à lui. Et je pense que ce parcours montre bien la capacité de ce jeune chercheur qui ne reflète qu'une seule chose, que devant la volonté, tout est possible. Rien n'est impossible. Et voilà, sans trop tarder, je lui passe la parole pour nous dire ces mots. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même s'il y a un petit désagrément tout à l'heure. Je m'excuse, j'ai la voix un peu cassée, je suis un peu enrhumé. Je ne m'identifie pas du tout dans le parcours. Moi, je me présente tout simplement comme un jeune chercheur en formation. Les titres ne m'intéressent pas du tout. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler de deux choses qui me semblent importantes. Donc, si vous m'avez déjà vu auparavant dans mes interventions, que ce soit dans des médias ou que ce soit dans les espaces publics, je tiens juste à préciser deux, trois choses. Je n'ai jamais fait de politique auparavant dans ma vie. J'ai aucune affiliation au parti politique, bien au contraire. Donc, j'essaie de déconstruire le système politique actuel, c'est-à-dire je suis contre les partis politiques. Et j'ai aucune alliance ni auprès des personnes du pouvoir ou industrielles ou autres. Donc je suis comme vous, on essaie de lutter pour trouver des alternatives politiques. Donc je vais essayer d'être bref, de présenter les modèles que je défends. Je tiens juste à mentionner une chose, ce ne sont pas des idées propres à moi, ce sont des travaux qui ont été déjà réalisés auparavant. Donc j'ai essayé juste de collecter ce qui me semble logique, plausible, faisable pour notre société.
Et comme c'est un projet naissant, donc j'attends aussi de vous des critiques. Je suis à la recherche de ce qu'on appelle des critiques rédhibitoires, c'est-à-dire quelque chose qui va me faire changer d'avis. Et c'est ce qui m'aide à avancer rapidement. Parce qu'en fait, l'idée de se dire, vous avez une idée propre à vous et que vous tenez à ce que vous l'appliquiez tel quel, et c'est vraiment inadéquat de penser comme ça. Donc je pense en interaction. J'ai beaucoup appris ces derniers jours pendant les débats publics parce que les gens m'interpellent sur les questions techniques et précises. Donc je passe directement au plan. Il y a une partie théorique, historiographique que je vais présenter rapidement. Et puis j'attendrai de vous des questions, des propositions pour essayer de trouver d'autres modèles alternatifs. Donc moi, d'emblée, je vous donne quelques références d'auteurs parce que je n'aurai pas le temps de faire des parallèles bibliographiques. Donc je vous donne les auteurs sur lesquels je me réfère. Donc il y a Mogens Hansen qui est un politologue danois. Il y a Jacques Testard, un politologue français. Il y a Jacques Sapir aussi qui avait écrit un bouquin Souveraineté État. Il y a Étienne Chouard qui a écrit aussi Notre cause commune. Certainement, je vais oublier d'autres. Après, je m'intéresse aussi aux travaux de nos chercheurs à nous. Donc, j'ai beaucoup lu Mouloud Felloun, par exemple. J'ai lu beaucoup Ibn Khaldoun. J'ai beaucoup lu Malik Ben Nabi. Et je pense qu'il y a une interconnexion à faire sur le plan intellectuel entre les chercheurs occidentaux et les nôtres, et à essayer d'en tirer, de faire émerger quelque chose de constructif. Donc moi, à mon avis, on s'est pris dans un piège à la fois politique et constitutionnel. Politique parce que de un, le système de suffrage universel est par construction erroné. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place des élections, il vous faut soit un parti politique, soit une candidature libre. Dans les deux cas, il vous faut absolument un financement. Sans financement, vous ne pourrez pas faire de campagne électorale, et sans financement, vous ne pourrez pas faire la tournée des médias et la tournée des villes, etc. Donc, par déduction, on comprend une chose, c'est que les partis politiques ou les candidats qui ont des financements plus lourds, plus considérables, plus conséquents, vont se propulser vers l'avant. Mais sauf qu'on ignore une chose, tout ça nous semble évident, c'est-à-dire que tous les partis politiques ont besoin d'argent pour se mettre en avant, mais on oublie une chose qui est très bête et très basique, c'est que lorsque vous êtes aidé financièrement, vous devez rendre des comptes aux personnes qui vous ont aidé précédemment. Et ça, on l'observe partout. C'est-à-dire que ça soit en Algérie, en Afrique, en Europe, si on prend le cas de la France, Macron a créé un parti politique en 6 mois, il a balayé tous les adversaires en si peu de temps. Alors qu'il avait des opposants beaucoup plus expérimentés, ayant un programme établi auparavant, comme Mélenchon, Fillon, etc. Et pourtant, il les a balayés parce que tout simplement, il avait toute la caste bancaire, c'est-à-dire toutes les banques qui l'ont soutenu. Donc, il avait remporté les élections. C'est pour ça, moi, je suis contre les élections comme système politique, ou modèle politique de désignation. Je défends un autre modèle. Je sais que les gens sont un peu réticents lorsque je présente ça. C'est un modèle qui a été déjà, qui a existé dans notre culture à nous, nord-africaine, dans la culture berbère, mais qui existe jusqu'à aujourd'hui dans des communes nordiques, au Danemark, en Norvège, etc. C'est le système de tirage au sort sur une liste désignée par les citoyens. L'idée, elle est simple, c'est que dans chaque quartier, ils ont organisé des comités de quartier ou des associations de quartier. Ils feront la tournée des habitants des quartiers pour désigner des noms. Donc, si vous connaissez une personne compétente et honnête, les deux conditions, il faut que la personne soit absolument honnête et compétente, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît que la personne qu'elle a sélectionnée, qu'elle est intègre et qu'elle a certaines compétences. Donc, vous inscrivez le nom que vous voulez de la personne de votre entourage et chacun fait de même. En conclusion, vous comprenez que la liste elle sera très longue. Donc, ce qu'ils font, ils font un tirage au sort. Le tirage au sort permet à toute personne qui a été listée d'avoir la même chance parfaitement. C'est-à-dire vous ne pouvez pas la manipuler, vous ne pouvez pas interrompre le processus, vous ne pouvez pas dire que c'est le candidat A de tel parti, donc je vais essayer de l'attaquer ou je vais essayer de le corrompre, de l'acheter. Donc vous ne pouvez pas faire tout ça. Donc ils font recours à la corruption, au tirage au sort parce que ça casse la corruption. Alors que dans notre système politique actuellement, ce qui nous pourrit, on le sait tous, sur le plan politique, économique et social, c'est la corruption. Donc eux, ils font ça pour éviter la corruption. Et ce système-là, eux, ils n'ont pas en fait fait recours à ça
par leur culture, ils ont fait recours à ça parce qu'on appelle la stochocratie. Si vous tapez sur Internet stochocratie, vous allez tomber sur des présentations, des définitions qui présentent le système de tirage au sort des juges. La France, jusqu'à présent, si elle a tenu un peu d'ordre politique, c'est parce que leur système judiciaire, les juges sont tirés au sort. Donc ça vous paraît un peu banal comme idée, et pourtant les juges en France sont tirés au sort à tous les niveaux. Les jurys d'assises, les magistrats, etc. Pourquoi ils font ça? C'est parce que justement, avec le tirage au sort, vous cassez le conflit d'intérêts. Le juge qui va en fait juger la potentielle victime ou l'accusé, il ne la connaît pas. Par contre, si on désigne comme nous on fait, vous connaissez tel juge, donc on va essayer de courir pour déplacer le juge, pour juger telle affaire dans tel endroit. Donc on sait très bien que l'affaire est conclue auparavant. Donc ce système de stochocratie, il existe depuis des siècles. Les Athéniens, c'est la terre de la démocratie nominative, a toujours fait recours au tirage au sort. Donc moi je défends ce modèle-là de tirage au sort contre les élections qu'on pourra faire dans des communes. Je vous donne des noms des communes que vous pouvez vérifier en ligne. Il y a une commune au Danemark qui s'appelle Våg. C'est la deuxième grande commune de Roskilde, l'une des plus grandes villes au Danemark. Elle vit comme ça depuis 25 ans et ça marche très bien. Donc ne me dites pas que c'est pas possible, parce qu'en fait ça demande pas de logistique, ça demande pas de moyens techniques. Le seul moyen qu'ils utilisent, c'est un site, une plateforme en ligne pour chaque quartier qui est sécurisé. Et ça, je pense que nos génies en informatique, on a des geeks en informatique qui pourraient faire ça. Je passe au deuxième plan, c'est-à-dire ça, je considère que l'élection ou le suffrage universel comme un piège. Le deuxième modèle, c'est qu'on se fait piéger de façon constitutionnelle parce que la Constitution n'est pas écrite par les citoyens. La Constitution, normalement, c'est quoi? C'est juste le texte qui limite les abus de pouvoir entre les représentants ou les décideurs et le peuple. Mais si ce texte-là limite les abus de pouvoir des décideurs, il ne faudrait pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. C'est-à-dire ça, normalement, un enfant comprend ça. Si le texte il est fait pour stopper la domination de ceux en haut, il faudrait qu'on l'écrive eux-mêmes. S'ils l'écrivent eux, au-dessus, ça veut dire qu'on n'aura pas de moyens de contrecarrer leur pouvoir. Et donc, nous, ce qu'on devrait faire, justement, c'est là, pour notre phase, ce qui me semble crédible, c'est de mettre en place des brouillons de constitution de transition. Parce que la transition, on va devoir y passer, de manière ou d'une autre, qu'ils temporisent ou pas, qu'ils essaient de gagner du temps ou pas, on devrait en fait passer à une transition. Mais cette transition, il faudrait qu'on la prépare, il faudrait qu'on se mette d'accord sur un texte, une feuille de route, qui ne va pas en fait ressembler à la même constitution qu'on a maintenant. Elle sera plus courte, sur 20, 25 articles, 30 articles, ce qui nous rassemble, ce qui fait l'union, disons, et on va essayer de l'écrire dans chaque ville. L'idée qui se prépare là concrètement, il y a un jeune informaticien à Alger qui a créé une plateforme dans laquelle il essaye de remonter toutes les idées, les bonnes idées dans toutes les villes. Et je pense qu'on doit utiliser ce moyen, cette plateforme-là, pour pouvoir mettre toutes nos idées en ligne. On pourra le faire autrement, on pourra créer des pages Facebook par exemple pour ça, pour chaque quartier, écrire les bonnes idées, mais il faudrait qu'on passe à une autre étape au lieu que de marcher chaque jour, chaque vendredi, et attendre toute la semaine les discours politiques ou les réponses partielles. Donc on se mette au moins à l'action. Donc je pense que le débat pourrait ouvrir déjà ce type d'action concrète. Et c'est fondamental qu'on écrive nous-mêmes notre constitution et qu'ils n'écrivent pas eux, en fait, les futurs responsables ou les futurs dirigeants du pays, parce que c'est très grave que si l'homme politique qui va vous diriger va vous écrire le texte qui va conduire votre vie. Donc toutes les nations qui sont établies sur d'autres modèles que le suffrage universel, donc les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Suisse par exemple, les citoyens ont plus de démocratie directe et de la démocratie participative. Donc ils n'ont pas de démocratie représentative. Il n'y a que la France et quelques autres pays qui maintiennent la démocratie représentative, qui est la nôtre. Hein. En Algérie, on applique la même. Mais si vous regardez les pays les plus avancés, donc les pays scandinaves, la Finlande, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, eux, ils ont un autre modèle qui est plus direct et plus participatif. Et donc normalement, ça nous aiderait à réfléchir à essayer d'impliquer plus de démocratie directe et participative qui est citoyenne. Maintenant, on a les moyens technologiques pour le faire. Donc je pense que c'est les deux modèles qui me semblent adéquats pour notre cas. Parce qu'on va devoir faire table rase, et c'est le moment ou jamais d'essayer de changer le système politique. Parce que le système dans lequel on est actuellement, les gens qui pensent que s'ils vont partir tous, ce qu'on répète chaque jour, après on verra.
Même s'ils vont partir tous, si on retombe dans les mêmes modèles de pièges d'élection, moi je pense qu'on va retomber dans les mêmes pétrins, c'est-à-dire qu'on va avoir les plus riches qui vont financer les partis politiques, et puis à ce moment-là, on n'aura aucun pouvoir, parce que ça sera la personne qui a été financée par X industriel qui va prendre le pouvoir, et on sera complètement dominé encore une fois. Donc moi j'attends de vous des questions, des contre-arguments sur ça. Si vous tenez tellement au modèle classique, c'est-à-dire aux démocraties représentatives par les élections, j'aimerais bien savoir quel est votre avis sur les propositions que je viens de faire. Voilà, merci. Donc, comme vous voyez, on n'est pas trop nombreux, donc on ne va pas faire circuler une liste d'intervenants. Ceux qui veulent intervenir, ils peuvent lever la main pour entrer dans le débat. Donc, pas d'intervenants. Vous avez compris un peu l'idée de notre conférencier? C'est-à-dire, il parle d'un nouveau modèle plus démocratique de choisir des personnes qui seront dans des postes politiques, c'est ça? L'idée de base du tirage au sort, c'est que je considère que si on passe aux élections, il y a 1000 façons de détourner les élections. Parce que les élections sont basées sur des présentations de candidatures affichées. Et dans les deux cas, c'est-à-dire que si vous êtes candidat libre ou candidat dans un parti, il vous faut un financement. Et la question de la domination monétaire est capitale. Donc lorsque quelqu'un vous aide, si je vous aide financièrement pour devenir un homme politique, ne me dites pas que ça s'est fait à titre gracieux ou juste pour vos beaux yeux. Ça se fait pas. C'est-à-dire que si je vous aide pour devenir ministre ou devenir un élu, c'est que j'ai des intérêts derrière. Si je suis un industriel, je vous ai aidé financièrement, c'est pour protéger mes intérêts. Donc dans les élections, c'est ce qui se passe. Dans les élections, malheureusement aussi, lorsque vous avez je dis pas qu'en fait, j'accuse pas tous les partis politiques, j'accuse le système en soi. Lorsque vous avez des bons partis qui sont intègres ou des candidats qui sont sérieux, qui sont pas corruptibles, donc ce qu'on fait, on utilise la technique inverse. C'est-à-dire, comme vous n'êtes pas un vendu, on va essayer de vous casser. Parce qu'on sait qu'un parti A est susceptible d'être corrompu ou un vendu potentiellement. Le parti B, non, il résiste, il est honnête. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'acheter le parti A et d'essayer en parallèle de casser le parti B. Donc c'est ce qui arrive partout. Je vous donne le cas le plus proche aux Algériens parce qu'on a suivi ce qui s'est passé en France. Avec Fillon, c'était le candidat, le rival de Macron. Donc on a essayé de le casser de façon judiciaire, c'est-à-dire de sortir des anciennes affaires contre lui, etc. Alors que ces affaires-là, elles auraient pu remonter avant, c'est-à-dire elles auraient pu être dénoncées avant, mais on a attendu les élections pour sortir des dossiers contre lui, pour casser son parti de la droite. Donc ça arrive souvent. Aux États-Unis avec Trump, ça s'est produit quasiment de la même manière. On a essayé de sortir des dossiers sur Clinton, même si elle n'est pas du tout crédible non plus. Mais Trump, tout le monde sait que c'est un sexiste, un raciste, un misogyne, etc. Et pourtant, il a gagné parce que c'est un milliardaire qui connaît tout le réseau bancaire. Donc moi, l'idée de l'élection, les gens qui croient aux élections et qui font abstraction de la domination monétaire, ça me semble un peu pas logique. Ce que je défends comme modèle, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais ce qui me semble plus facile à faire, c'est cette désignation d'en bas, de noter des noms et de faire un tirage au sort. C'est plus facile pour nous de faire monter des représentants. Et c'est plus rapide de le faire. Et ça ne demande pas d'argent. Et ça casse la corruption, justement. Si vous voulez en fait acheter un élu de quartier, vous ne savez pas qui va être tiré au sort. Donc je répète ce système de stochocratie, et j'aimerais bien vraiment que vous lisiez comment ça s'organise. Les juges sont tirés au sort comme ça en Europe parce que ça casse tout système de corruption. Donc les gens qui croient aux élections, j'aimerais bien les entendre, qui me disent pourquoi ils y croient aux élections. Voilà, c'est tout l'intérêt de ma démonstration. Voilà, donc s'il vous plaît, si quelqu'un veut intervenir. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris ce nouveau modèle. C'est ça, vous n'avez pas bien compris le but. Bon, moi j'ai une question à vous poser. Vous avez parlé des personnes
qui seront choisis par un tirage au sort. Par exemple, on a une dizaine de personnes. Mais comment on va choisir ces personnes qui seront dans ce tirage? Qui seront sélectionnées après le tirage. C'est-à-dire on a 10 personnes. Comment on va sélectionner ces 10 personnes? Donc lorsque je défends l'idée que chaque personne, je vais essayer de simplifier plus. Si tu habites dans un quartier voisin ici, admettons c'est à Targa, moi j'habite à Sidi Ahmed, toi tu es dans ton quartier, tu connais des personnes, tu as noté des noms. Dans mon quartier, je fais pareil. Si tout le monde fait ça, on aura une liste, une grande liste. Mais sauf que ce sont les comités de quartier qui vont procéder au tirage au sort publiquement. Ça va être filmé, maintenant on a les moyens, ça peut être diffusé, filmé, etc. Moi, je l'ai vu, ça, je l'ai vu au Danemark, ils font la même chose. Ils ont des associations de quartier, pas de comité, mais leur style d'association, ils ont la légitimité d'être à la fois acteurs associatifs, mais d'être aussi d'être des organisations qui représentent les comités de quartier. Donc ils font les deux. C'est eux qui récoltent toutes les listes. Mais comme ils ont aussi les moyens informatiques, ils mettent les listes en ligne. Et les listes, elles sont accessibles. C'est-à-dire, si tu as noté ton nom, si tu as envie de vérifier, on a bien noté ton nom quelque part, donc tu pourras le vérifier en ligne. C'est-à-dire, ta liste, elle ne va pas disparaître. Personne n'a le droit de supprimer les listes, parce que toutes les associations ont un regard sur la plateforme. Donc, le jour où on décide de tirer au sort, ils se réunissent, ils filment, et donc ils procèdent à un tirage au sort. Ils ont une charte en fait à signer. Si on a tiré au sort quelqu'un au final qui ne semble pas compétent ou pas assez débrouillard, etc., ils ont le droit de révocation, c'est-à-dire de l'exclure et de tirer au sort quelqu'un d'autre. Et c'est très facile et c'est très pratique. Cette commune-là fonctionne pendant 25 ans comme ça, et on a plein d'autres. En Islande, depuis 2010, ils font la même chose. Vous savez que l'Islande a vécu une crise économique assez profonde. Donc il y avait des manifestations depuis la crise de 2007-2008 qui a touché une bonne partie de l'Europe, et donc il y avait des mouvements sociaux, une crise financière assez marquante, donc un taux de chômage élevé. Ils ont tout réformé, ils ont fait table rase, tout réformé. Donc la constitution, justement, elle a été écrite par le peuple, par les citoyens. Donc c'est ce que je défends, qu'il faut que les citoyens écrivent leur constitution. Donc lorsque je dis ça aux gens, il faut écrire la constitution, ils me disent si moi je connais pas le droit, je pourrais pas écrire, alors que c'est faux. Une idée, dans la Constitution, il y a des articles qui ne sont pas du tout juridiques. Je dis ça comme ça, article 43, il me semble, de mémoire, ça parle sur le développement durable. Je pense que tout le monde qui connaît un peu l'écologie, et c'est très bien qu'en fait on doit limiter les catastrophes. Donc il y a plein d'articles dans la Constitution qui ne sont pas d'ordre juridique ou d'ordre technocratique ou politique. La politique en soi, si vous regardez les meilleurs politiciens au monde, ce ne sont pas ceux qui ont fait l'ENA ou Sciences Po, dans la terre entière. Ceux qui sont devenus présidents, ils ne sont pas forcément passés par l'ENA ou Sciences Po. Donc il y a plein d'investisseurs qui n'ont pas fait d'économie. Les plus grands investisseurs n'ont pas fait forcément des études économiques. Et il y a beaucoup de dirigeants qui ont dominé pendant des années et qui n'ont pas fait de droit ou de sciences politiques. Moi, je pense que la politique en soi ne vous demande pas d'être politicien de formation ou juriste de formation. Parce que je vous donne un simple exemple. Si je vous donne le nom de Bouchachi comme représentant, la plupart me disent oui, c'est quelqu'un de bien, c'est un avocat. Moi, je ne le connais pas personnellement. Mais est-ce que Bouchachi connaît l'économie ? Est-ce que Bouchachi connaît l'écologie? Est-ce que Bouchachi connaît la médecine? Est-ce qu'il connaît l'architecture et les travaux publics? Je pense pas. Parce que c'est un avocat, donc il est juriste. Donc pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas le contraire? Pourquoi pas quelqu'un qui est pharmacien et qui se fera épauler par un juriste par la suite? Pourquoi toujours c'est le contraire? Il faut que vous soyez un spécialiste du droit ou des sciences politiques, et par la suite, on va faire appel à un économiste à côté de vous, faire à quelqu'un des spécialistes de la médecine, le secteur de la santé, de l'architecture, etc. Donc le fait de catégoriser la politique, l'exercice de l'activité politique aux gens qui sont, entre guillemets, professionnels de la politique, je pense que c'est un peu inadéquat, parce qu'en fait, on exclut toutes les autres personnes qui peuvent avoir aussi des idées de génie, etc. Donc moi, je vois pas l'intérêt de se dire, je sais pas. Moi, dans ma vie, il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui m'ont donné les meilleures idées dans ma vie, alors qu'ils sont artisans, ouvriers, etc. Donc le niveau d'instruction, je pense que ce n'est pas le bon repère pour la gouvernance. Il y a des civilisations qui ont dominé pendant des siècles, alors qu'il n'y avait pas d'université. Les Égyptiens, c'est ce que j'avais dit autrefois dans une intervention. Les Égyptiens, par exemple, ils ont construit les pyramides. Jusqu'à présent, ça reste
énigmatique sur le plan architectural. On ne sait pas comment ça a été construit, et pourtant ils n'avaient pas l'université. Les Incas pareil, les Berbères pareil, etc. Donc je ne vois pas en fait pourquoi on s'attache tellement à cette idée qui est très aristocratique, hein, de voir que les gens qui ont fait des grandes études dans tel domaine, qui sont légitimes de faire de la politique, pas du tout. Je pense qu'il y a des citoyens qui sont engagés, qui lisent, qui s'intéressent à des sujets, qui peuvent avoir un capital humain et culturel plus élevé que quelqu'un qui a fait de la politique toute sa vie, par exemple. Donc moi, c'est ce que je défends, c'est ce tirage au sort là de base, qui est désigné d'en bas pour tous les citoyens et qui sera transparent et qui est révocable. C'est-à-dire si j'étais tiré au sort, qui n'était pas assez compétent, on peut tirer au sort quelqu'un d'autre jusqu'à ce que trouver. Mais généralement, du moment que la condition de base, c'est de noter des noms des personnes qui sont honnêtes et compétentes, généralement, on a plus de chances de tomber sur des gens qui sont à la fois intègres et assez compétentes. Donc voilà. Et ça a existé. Ça existe en Danemark et en Suède. Et c'est très facile à mettre en place. Je vous remercie. Vous avez une question? Bonjour monsieur, bonjour camarades. Ça fait bizarre de parler avec le micro. En fait, d'après votre speech, on sent bien votre imprégnation de ce modèle occidental. Vous citez notamment le pays d'une civilisation, la Grèce. Laissez-moi en douter, monsieur, parce qu'en fait, elle a favorisé une doctrine. Elle a fait naissance à cette bureaucratie dont elle reste l'épicentre de tous nos problèmes qu'on rencontre, dont l'impérialisme l'utilise comme facteur, comme arme contre cette petite population. Ne pensez-vous que la meilleure des solutions, c'est de revenir à ce socialisme, peut-être modéré ou bien n'importe quel socialisme, pour combattre ce capitalisme et cet impérialisme? En fait, au début de ce hirak, nous avons été souvent associés à certains pays du Golfe ou bien du Moyen-Orient, notamment la Syrie. Je pense que l'Algérie n'est pas représentatif de ce pays, non, parce que le pays le plus représentatif, c'est le Venezuela, où l'inflation a atteint les 2100%, où le trafic de légumes est plus lucratif que le trafic de cocaïne. Ne pensez-vous que le retour au vrai communisme ne reste la vraie solution? Merci, monsieur. Merci pour votre interrogation. Je réfléchis beaucoup, donc je suis économiste de formation, je m'intéresse beaucoup aux questions communisme, socialisme, capitalisme, libéralisme même. Je voulais pas parler de ça parce que ça paraît un peu technique pour les personnes qui n'ont pas fait d'économie. Je rentre pas sur ces sujets, mais puisque vous avez parlé de ça, moi personnellement ça m'intéresse. Donc si je vous retourne la question autrement, donnez-moi ou citez-moi un pays communiste ou socialiste qui a réussi. Justement, moi j'ai fait ma thèse sur la Chine et je suis affilié à une université chinoise. Vous savez ce qui se passe en Chine? La Chine, c'est le modèle par excellence de développement, d'expansion économique, pas de développement économique, d'expansion, c'est-à-dire c'est l'augmentation de la croissance d'une année à une autre, ou l'augmentation du PIB comparativement à l'année précédente. La Chine, elle a ce qu'on appelle en chinois, cette population flottante, ce qu'on appelle en chinois les Mingang. Donc ce sont des personnes qui habitent dans les zones les plus reculées de la Chine, qui viennent des provinces du nord de la Chine. La Chine, c'est un pays continent, il fait l'équivalent presque 5 fois l'Algérie. Et donc ils ont des populations très marginalisées qui habitent au nord, et que ces populations-là, qu'on utilise au sud, dans des zones plus développées, plus industrialisées, qu'on paye parfois moins d'$1 le jour. Donc si vous appelez ça le communisme, je pense que le communisme tel que Marx le présente, c'est la propriété en fait des moyens de production par la classe prolétaire, alors que les Chinois, les ouvriers chinois, comme les sinologues les appellent, ce sont les damnés de la terre, c'est-à-dire les plus dominés dans la classe sociale, contre les idées aussi. Donc moi je vois aucun modèle qui est socialiste ou communiste qui a réussi dans le monde. Si on a un, je suis vraiment curieux de découvrir comment ça fonctionne. Je suis contre le capitalisme libéral en soi, mais on ne peut pas se mentir que le capitalisme est le seul modèle qui a en fait propulsé quelques
quelques en fait, innovations techniques et une concurrence dans la production. Mais moi, j'aimerais bien en fait hein, qu'on applique peut-être un jour un socialisme tel quel, mais il n'y a aucun pays qui a réussi à le faire. L'URSS a échoué, nous aussi en Algérie on a échoué, on est passé du socialisme vers l'économie de marché, donc il n'y a aucun pays étranger qui a réussi à maintenir un socialisme tel quel. Mais après, est-ce qu'on confond deux choses? Moi je parle des techniques de modèles politiques et on glisse vers des questions d'inégalité de revenus, économiques, etc. Mais je pense que l'un peut régler l'autre. Si demain vous désignez des personnes d'en bas, vous les avez choisis vous-même et que vous avez le droit de les révoquer à n'importe quel moment, et que demain, s'il devient le maire de votre commune, il a le plein pouvoir communal, et que demain il vous trahit, il n'a pas respecté son programme et que vous l'évincez, je pense que vous aurez à la fin que des personnes qui sont honnêtes et compétentes, prêtes à assumer ce rôle. Ce qui donne plus de pouvoir aux politiques actuellement, parce qu'ils savent très bien, lorsqu'ils sont engagés dans un mandat, ils doivent rester pendant 5 ans et personne n'a la capacité d'aller les chercher ou de les révoquer. On n'a pas le droit. On sait très bien que nos ministres sont pour la plupart des corrompus, mais ils remplissent leurs fonctions jusqu'à la fin, parce qu'on n'a aucun droit, aucun pouvoir d'aller les révoquer. On n'a pas de référendum, même si c'est écrit dans la Constitution, mais ils ne font jamais appel au référendum. Et donc on n'a aucun pouvoir. Je vois mal comment on va aller passer à appliquer une économie égalitaire ou égalitariste avec un modèle politique qui fait monter que des corrompus, des personnes dominées par la caste monétaire, justement. Donc voilà. Mais après, j'aimerais bien avoir votre retour. Donc, s'il vous plaît, un autre intervenant, si possible. Si quelqu'un veut intervenir, lève la main. Donc, pas d'intervenant. Donc, moi, Vous allez intervenir, madame? D'accord. Donc, moi, c'est par rapport à le modèle que vous venez de proposer, par rapport au tirage au sort. Bon, cette révolution, parce que les citoyens, c'est bon, hein, ils sont fatigués, ils en ont marre de leur mode de vie. Rien n'est à la portée alors qu'ils se donnent vraiment à fond. Donc, ce qu'ils cherchent, en fait, suite à cette révolution, c'est de vivre mieux, c'est de respirer le plus tôt possible. Donc, à votre avis, vous avez dit lorsque donc la personne qui sera choisie par tirage au sort, pendant le temps qui lui a été attribué, s'il n'y a pas de résultat, on peut passer au deuxième tirage au sort et ainsi de suite. Vous ne pensez pas qu'à certains moments, donc si ceci va se répéter, ça va perdre la confiance hein, des citoyens, c'est-à-dire ils vont voir qu'ils sont en train de perdre du temps sans qu'il y ait le résultat attendu. Est-ce que vous pensez que donc ce modèle ne va pas perdre donc sa crédibilité en vis-à-vis des citoyens, c'est-à-dire ils vont perdre confiance hein. Donc voilà ce que... Ben merci, parce que ce genre de questions, j'ai déjà eu affaire à ce genre de questions sur si on tire au sort quelqu'un qui n'est pas compétent, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, je rappelle juste une chose, normalement, lorsqu'on note les noms, on choisit des personnes honnêtes et compétentes. Donc, on a peu de chances de se tromper, de un. C'est-à-dire que lorsque je vous donne le pouvoir, la possibilité de vous dire, madame, choisissez quelqu'un qui vous semble honnête et compétent. Donc, vous allez choisir le meilleur des meilleurs à votre avis. C'est ça. Donc je pense qu'on va tous faire ça. On n'est pas obligé de faire des grandes études ou d'être un intellectuel pour comprendre qu'on va tous essayer de chercher, de désigner la femme ou l'homme la plus compétente et la plus honnête de votre cercle personnel ou de votre quartier, etc. Donc si on fait tous ça et qu'on tire au sort, donc on a peu de chances de tomber sur quelqu'un qui est malhonnête ou qui est incompétent. Mais si je vous retourne la question autrement, c'est-à-dire vous avez peur de perdre confiance si on tire au sort quelqu'un qui n'est pas assez bon, mais au final, est-ce qu'on fait confiance aux partis politiques qui nous gouvernent depuis 57 ans, par exemple? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Est-ce qu'on s'est dit, tel parti, il va faire mieux? Donc tous les partis, même les partis d'opposition, font des alliances pour essayer de gratter des places, etc. Donc moi, je défends ce modèle comme alternative parce que c'est ce qui me semble plus adéquat, parce que je l'ai vu se concrétiser dans d'autres pays.
Je l'ai vu se concrétiser, et c'est parce qu'aussi dans notre histoire, on a réussi à le faire. J'avais oublié de la première partie de sa question, lorsqu'il avait parlé de la bureaucratie. Lorsque je parle de tirage au sort comme mode de désignation, je cherche le principe, mais je ne cherche pas à appliquer la démocratie athénienne intégralement, parce qu'il y a plein de points négatifs dans la démocratie athénienne. Mais si vous tirez au sort une personne qui vous semble incompétente, vous n'êtes pas obligé de l'attendre pendant 5 ans. Vous avez la révocation, chose qu'on n'a pas avec les partis politiques. Si on vous votez pour quelqu'un, vous devez attendre jusqu'à la fin de son mandat. C'est ce qu'on fait. Si on parle de l'ex-maire de la commune de Béjaïa ou celui-ci, l'ex-maire de la commune de Béjaïa n'a rien fait. Les routes que vous voyez depuis 2014 sont délabrées, sont toujours délabrées. On est bien d'accord. Mais personne ne peut se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant, parce qu'il est déjà élu. Par contre, avec la révocation ou la révocabilité des tirés au sort, il signe une charte, tout le monde accepte ça. Moi, j'estime qu'on a vraiment peu de chances de tomber sur quelqu'un qui est incompétent ou malhonnête, parce qu'on a tous respecté les critères. Et si par malchance, on est tombé sur quelqu'un qui est incompétent ou malhonnête, on a le droit de le révoquer. Mais au moins, on a cette capacité de le choisir ou de passer à autre chose. Or qu'avec les partis politiques, une fois qu'il est élu, vous êtes obligé de suivre la fin de son mandat. Où vous pouvez faire des manifestations, contester, mais généralement ça n'apporte pas grand-chose parce qu'on fait toujours recours à la répression, la police qui va intervenir, etc. Donc moi je pense que c'est un modèle qui se défend, mais je cherche justement d'autres arguments ou de contre-arguments techniques. Les gens qui me disent si on a une liste très 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 longue, comment on va se mettre d'accord sur les personnes tirées au sort? Mais de toute manière, que ce soit la personne compétente de votre quartier, de mon quartier, ou que ce soit du quartier de Gardaya ou ailleurs, si on a respecté les conditions, je pense que c'est faisable. Maintenant, ce qui me pose problème avec ce système, c'est que si on a envie de mettre des plateformes en ligne, je ne m'y connais pas beaucoup en informatique, j'ai fait un peu de programmation, mais je ne suis pas informaticien. Voilà, exactement. Comment on va essayer de mettre en place un système de vérification en ligne qui vont contrôler. Mais il y a toujours le moyen classique de le faire manuellement, comme on le font ailleurs. Mais comme au Danemark ou en Suède, c'est la commune ou c'est l'État qui valide ça. C'est-à-dire que c'est sécurisé de façon... vous pouvez mettre le numéro de votre carte d'identité et vous choisissez une personne de façon à ne pas avoir des doublons. Donc si on utilise les moyens en ligne, voilà, je cherche techniquement quels sont voilà, comment protéger les données, les sécuriser. Mais sinon, de façon classique, c'est faisable et c'est légitime aussi. Au plus de ça, avec le tirage au sort, lorsque vous listez des personnes, ça vous donne plus d'exhaustivité, c'est-à-dire vous aurez plus de personnes qui vont participer. Alors qu'avec le vote, on a un taux d'abstention très très élevé, et partout dans le monde. Il y a un taux d'abstention très très élevé. Donc au moins avec la désignation d'en bas, tout le monde est concerné, tout le monde participe. Et au moins on aura plus de chances de suivre la personne tirée au sort. Avec les élections, si on demande aux personnes dans la salle quelles sont les personnes qui ont déjà voté, je pense qu'on a très peu de chances d'avoir 50% des gens qui ont voté. Moi, j'ai jamais voté, par exemple, dans ma vie, j'ai jamais eu de carte de vote. Parce qu'on ne croyait pas aux élections, personne ne croyait. Et ça c'est pas que spécifique à l'Algérie. Les Algériens croient que parce que c'est notre histoire, parce que Bouteflika a dominé depuis 20 ans. Pas du tout. En France, il y a un taux d'abstention énorme. Dans d'autres pays africains aussi, parce que tout le monde ne croit pas aux élections. Voilà. Donc moi, je propose ça, mais s'il y a des gens qui proposent autre chose, moi, je suis à l'écoute. Les intervenants. Donc, salam alaikum. Je vous remercie énormément, mon frère Hicham. Et je le dis clairement que je suis très très content parce que c'est la première fois qu'on voit un conférencier qui vient ici pour proposer des solutions. Parce que venir ici et commencer par la description de l'ère de Bouteflika, ça ne sert à rien. On a vécu toute cette période douloureuse. Maintenant, chose très importante est de passer
et de donner des solutions. Donner des solutions et surtout des propositions. Maintenant, avec votre proposition, est-ce qu'elle est applicable ou pas chez nous? On va la discuter après, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est bien, c'est surtout cette idée de venir ici avec une proposition. Je vous remercie énormément et surtout que ça vient d'un jeune chercheur algérien. Merci beaucoup. Maintenant, je vais essayer de poser quelques questions, au moins 2 questions, concernant surtout le choix. Comment choisir les personnalités à nous représenter. Surtout, vous avez donné l'exemple de la société danoise. Je ne vais pas dire que nous appartenons au troisième monde et tout ça, tiers-mondiste et tout ça, mais on était colonisé par Bouteflika pendant 20 ans parce que on a aussi nos lacunes, malheureusement, et on a participé d'une manière directe ou indirecte dans la restauration de l'instauration de ce système, malheureusement. Donc, on sait bien que dans notre société, on va essayer de choisir les Ben Amis, le nôtre, pour après faciliter le passage ou l'entrée à une administration ou quelconque. Donc, c'est côté application de ce modèle. Comment choisir les gens, la première des choses. La deuxième des choses, est-ce qu'on va garder les mêmes structures, si vous voulez, au niveau de la daïra, la commune, les wilayas, ou on va les changer, même concernant comment élire, par exemple, comment choisir le président et les ministres. C'est-à-dire c'est côté application de ce modèle. C'est pour nous donner plus de détails. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nourdine. Vous avez des questions pertinentes, donc c'est ce que j'attends justement de cette rencontre. La première interrogation sur comment choisir les futurs représentants, c'est ça? Et la deuxième, c'est sur la structure. Est-ce qu'on va garder les mêmes structures? C'est juste pour récapituler si j'ai bien compris. Donc la première question sur la désignation, parce qu'on n'est pas des Danois, donc on n'a pas la même culture, etc. Vous savez qu'au Danemark et dans les pays scandinaves où ils appliquent ça, ils ont plus d'inconvénients que nous. Ça va vous paraître un peu illogique, parce que nous, parmi nos critères, ce qu'on appelle les caractéristiques socioculturelles, nous, on a un lien social, comme disait Durkheim, plus fort. Parce que dans un quartier, même si vous ne connaissez pas votre voisin en face, mais vous connaissez des gens. Vous savez qu'en Europe, il y a des gens qui vivent 20 ans ensemble et qui ne se connaissent pas. Donc nous, on a plus de liens sociaux. Donc vous connaissez plus de gens proches de vous qui sont compétents. Donc si on ne fait pas confiance aux gens parce qu'on va se dire tiens, on n'est pas des Scandinaves, on n'est pas des Danois, donc on ne pourrait pas l'appliquer, on ne va jamais rien faire dans notre vie. C'est-à-dire, moi, je fais confiance à la jeunesse, je fais confiance aux Algériens. Il y aura forcément des gens qui sont malhonnêtes parce qu'ils sont enracinés dans le système, ils sont dans la corruption, ils sont habitués. Il va essayer peut-être de se dire je vais noter le nom de mon cousin, peut-être qu'il va monter, mais celui qui pense comme ça veut dire que de un, il n'a pas du tout assez de logique pour comprendre qu'il a vraiment très 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 peu de chances qu'il soit tiré au sort, parce que même si sur 100 personnes, vous avez une liste de 100 personnes et que je vais mettre votre nom, ça veut dire que vous avez une chance sur 100 d'être tiré au sort. Donc mettre le nom de quelqu'un qui n'est pas compétent et qui est votre proche, vous estimez qu'il va être probablement tiré au sort, ça veut dire que vous n'avez pas compris le système de tirage au sort en soi. Le système de tirage au sort, justement, limite la probabilité de faire remonter quelqu'un de votre réseau personnel. Et surtout, avec le tirage au sort, vous avez la possibilité, même si vous notez votre cousin, s'il est incompétent, demain, je pourrais venir et le dire « Monsieur, vous allez dégager parce que vous êtes incompétent ». Chose qu'on n'a pas avec le modèle classique. Moi, je fais confiance aux gens, hein, ils peuvent comprendre rapidement. Moi, dans mon quartier, on va essayer de mettre ça en place. Ce soir, on va se réunir, on va parler de ça concrètement. Donc on va voir, il faut certainement des quartiers pilotes pour voir comment ça va se dérouler. Mais moi, les gens qui comprennent les principes, je vois qu'ils comprennent à toute vitesse et parfois ils s'approprient l'idée mieux que moi. Donc de se dire, parce qu'on on est des Algériens, on a été pourris pendant 20 ans, donc on ne pourra pas passer à autre chose. À ce moment-là, on va vous dire, on va arrêter de marcher parce qu'on ne va rien changer non plus. Donc moi, il faut garder espoir. Donc là, vous me posez une question sur
Ouais, mais sur l'application. Si vous aimez votre pays, vous aimez l'Algérie, vous voulez avoir un changement, vous n'allez pas mettre le nom de votre cousin, on est bien d'accord. Vous allez mettre le nom d'une personne qui est compétente et honnête. Si vous voulez que les choses restent telles quelles, vous allez mettre le nom de votre frère. Donc après là, c'est une question de conscience personnelle, de responsabilité personnelle, c'est tout. Donc lorsque je vous donne le pouvoir, parce que lorsque je vous demande de mettre un nom, c'est une façon de vous donner le pouvoir quelque part, parce que si ça se trouve, peut-être le nom que vous avez noté, il va tirer au sort. Donc si vous aimez le bien de votre société, de votre pays, vous allez noter quelqu'un qui n'est pas votre frère, mais vous allez noter, si votre frère il est compétent et honnête, vous pouvez le noter, il n'y a pas de problème. Mais vous allez respecter les deux conditions, les deux critères, c'est la compétence et l'honnêteté, ou l'intégrité. Donc je pense que la plupart d'entre nous veulent un changement, ils aiment l'Algérie, donc ils vont noter des personnes honnêtes et compétentes. Après, si on tire le nom de votre voisin ou le mien, de toute façon, il est par construction honnête et compétent. Donc moi, je vois pas en fait le... Après, est-ce qu'on va garder le même système, la même structure? Moi, je suis contre le... On va pas tirer au sort le président, bien évidemment, mais pour la commune, pour le Wali par exemple, même si pour moi le Wali n'est pas obligatoire, hein, mais on a besoin d'un représentant de la région. Donc si on désigne nous-mêmes notre maire, le chef de la commune, et qu'on désigne nous-mêmes le représentant de la région, on a déjà beaucoup de pouvoirs politiques. On va décentraliser les pouvoirs présidentiels, parce que vous savez très bien que le Wali il est désigné par la présidence, et quelque part le Wali domine le maire. C'est-à-dire même si vous avez fait des élections honnêtes, transparentes, et que vous avez désigné un maire honnête et compétent, mais si là au-dessus de lui, le maire qui le domine, il ne fera rien du tout. Donc il faudrait qu'on décentralise tout ça, qu'on déconcentre les pouvoirs. Après, le président, on pourra faire des élections parce que c'est plus large. Mais au moins, moi, ce que je défends, si on fait recours aux élections présidentielles, il faut que, on intègre le vote blanc, parce que ça, c'est la base des élections à la base. Hein. Ça, c'est vraiment le socle du vote. Lorsque vous votez, si je vous donne le choix entre voleur numéro 1, voleur numéro 2, numéro 3, et que vous n'avez pas de vote blanc, ça veut dire que vous allez mettre le bulletin d'un voleur par déduction. Vous n'avez pas le choix. Le vote blanc, c'est ce qu'on appelle la tierce voix. Ça vous donne la possibilité de dire j'ai 3 candidats, mais je ne m'identifie pas en fait à ces candidats, je mets un vote blanc. Et dans la règle, si on a un tiers de vote blanc, les élections sont annulables. C'est ce qui a été, ça c'est la loi française qui l'avait en fait abrogée, hein. Mais ça a déjà existé depuis des années, enfin pendant des années. Donc le vote blanc, ça me semble indispensable. Et aussi le référendum à la fois révocatoire et abrogatoire pour le président aussi. Si le président nous met une loi qui nous semble abusive, on pourra en fait la modifier ou la supprimer. Mais le recours au référendum, on le fait très très rarement dans les démocraties de suffrage universel. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, qu'on décentralise les pouvoirs, on désigne nous-mêmes le chef de la commune et le Wali par exemple, le représentant de la région, et qu'on fasse les élections pour la présidence, il n'y a pas de problème, mais qu'on fasse attention au vote blanc, à la révocation ou à l'abrogation des lois, par exemple, ou des articles qui nous semblent contre-productifs. Parce qu'il y a certains articles dans la Constitution, par exemple, qui sont contradictoires, mais on ne peut rien faire. Je vous donne quelque chose j'ai discuté de ça dans un débat, pendant un débat public. Ça a été très clivant parce qu'il y a des conservateurs, il y a des modérés, des athées, etc. Donc j'ai dit, moi, par exemple, l'article 2, l'islam din dawla, l'islam est la religion d'État. Lorsqu'on voit État, le mot État, c'est les institutions, ça veut dire que toutes nos institutions sont islamiques, alors que c'est les mêmes institutions qui accordent des autorisations pour ouvrir des bars de boissons alcoolisées à des fils shahids, à des moudjahidines, etc. Donc c'est contradictoire. Donc il y a plein de choses à revoir. Mais je suis musulman pratiquant, je dis ça, mais il y a plein de contradictions. Lorsqu'on voit dans ce que j'avais cité tout à l'heure, l'article 43, il me semble, où l'État doit promouvoir le développement durable, et le même État entame des projets de gaz de schiste au sud de l'Algérie sur la plus grande nappe aquifère au monde. On a la plus grande nappe aquifère au monde qui s'étale sur 600 000 km², qui contient de mémoire 50 000 mètres cubes régénérables partiellement. Et on voulait installer des projets de gaz de schiste sur cette zone, alors qu'on a un article dans la Constitution qui dit que l'État doit promouvoir le développement durable. Donc il y a plein de contradictions, mais sauf qu'on n'a pas le référendum abrogatoire pour modifier ces choses-là, pour mettre plus de rigueur, de se dire non, on ne peut pas toucher à telle zone qui est protégée par exemple. Mais on n'a pas ce droit, malheureusement. Monsieur, vous avez une question?
Azul Filaouen. Donc, pour revenir au modèle politique que vous avez proposé, ma première question consiste à quel modèle économique pourrait être adéquat à ce modèle politique. Ma deuxième question, peut-on appliquer ce modèle politique pour mener à bien la phase de transition? Merci bien. Azoulagma, merci pour les questions, très brèves, mais qui sont en fait au niveau du contenu très chargé. Modèle économique, le modèle économique que je défends est très proche de ce que je viens de citer, c'est-à-dire qu'ici on essaye de mettre en place un modèle économique sans penser à notre capital naturel, c'est-à-dire sans penser à l'écologie. Ça veut dire qu'on n'a vraiment rien compris à l'économie. Je vous donne juste un simple exemple. Il y a une théorie qui s'appelle Breathless Growth en anglais, ça veut dire la croissance essoufflée, qui est enseignée dès le collège dans les pays européens. Pour faire comprendre aux gens que le système économique classique de chercher la croissance pour la croissance, c'est-à-dire multiplier le PIB comme finalité, est terminé. Il y a des pays qui gèrent leur économie très bien avec des croissances relativement faibles et ça marche très bien. Parce qu'ils arrivent à rallier développement durable et activité économique. Je vous donne un simple exemple. Je reprends les pays des pays scandinaves parce qu'eux, ils ont des conditions climatiques vraiment rudes, parce qu'ils n'ont pas assez de soleil. Vous connaissez les conditions climatiques des pays nordiques. Et eux, ils arrivent à créer presque 1 million d'emplois, au Danemark par exemple, sur 6 millions d'habitants, 1 million d'emplois, rien que dans la rénovation des infrastructures durables, c'est-à-dire les bâtiments durables, etc. Ils ont ce qu'on appelle les smart grids, c'est d'essayer de connecter des bâtiments en termes d'énergie, c'est-à-dire ils mettent des panneaux solaires sur tous les bâtiments. Si vous avez un excédent d'énergie, vous devriez le passer aux bâtiments qui en a besoin. Et ça demande beaucoup d'activités, d'installations, etc. Et ça crée des emplois. Et c'est très durable. Et c'est très propre, etc. Nous, on est toujours dans la construction classique. Je pense que les schémas d'architecture qu'on a en Algérie datent des années 50, par exemple, et on les maintient toujours. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher des modèles de croissance classiques. Nous, notre potentiel d'agriculture, vous savez qu'il est 10 fois plus élevé au sud de l'Algérie qu'au nord de l'Algérie. Et pourtant, on continue en fait, à délaisser le désert, à extraire des richesses, alors qu'on ne fait jamais d'agriculture, ou très rarement d'agriculture en Algérie. Vous savez que la nappe que je viens de citer tout à l'heure, c'est l'une des plus grandes nappes. Vous tapez nappe Albien et vous allez voir, 70% de cette nappe elle est en Algérie. Si on exploite à peine 10% de cette nappe-là, on aura l'autosatisfaction agricole pour l'Algérie. Juste 10%. Et ça, ce n'est pas mes données à moi, c'est la Banque mondiale qui le dit. Et si on exploite l'énergie solaire qu'on a, moi je pense qu'on doit sortir absolument de l'énergie pétrolière. Ça, c'est la première. Si on a un modèle économique à faire, c'est de sortir absolument de ça. C'est pas de le supprimer complètement parce qu'on aura toujours besoin du pétrole, parce qu'on a nos machines, nos voitures qui fonctionnent avec ça, mais de passer tout de suite à l'énergie solaire. L'énergie solaire va vous permettre de créer beaucoup d'emplois et surtout d'avoir une dépendance énergétique. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser le pétrole pour avoir de l'électricité, par exemple. Je l'avais déjà dit ça sur un plateau télé, 1 km² en Algérie reçoit l'équivalent de 5 mégawatts par jour. 1 km² en Algérie, je le répète, c'est 5 mégawatts par jour d'énergie solaire. 5 mégawatts par jour, c'est l'équivalent de 4 barils de pétrole. Donc on continue à extraire le pétrole, à le vendre, sachant qu'on n'a même pas de raffinerie, et on délaisse quelque chose de plus basique, plus simple, qui est l'énergie solaire. L'énergie solaire va vous permettre de créer, parce qu'on n'a pas un problème technique, on a un problème politique. Lorsque vous avez un potentiel d'énergie solaire et que si vous l'exploitez, on sait le faire, on peut convertir ça en énergie continue, etc. Ça va vous créer des milliers d'emplois parce qu'il faudrait revoir tout le réseau électrique classique. On sait très bien que l'électricité pendant l'été se coupe au moins 2 fois par jour en moyenne en Algérie. Ce serait le moment de rétablir un nouveau circuit électrique avec une énergie propre, etc. Donc il y a plein de modèles. Moi, j'ai discuté avec des économistes, j'ai déjà discuté avec des économistes algériens qui sont très compétents. Il y a Farhat Aïtali, par exemple, qui est très compétent. Il y a Ben Bitoul aussi qui est très compétent. Peut-être qu'il n'est pas un bon orateur comme ça, mais à l'écrit, lorsque vous lisez ses travaux, il est très compétent. Vous lisez les travaux de Benissad, par exemple, aussi. Il a déjà parlé de ce que je dis. Je viens de découvrir récemment. Il avait déjà dit quasiment la même chose en 1983.
Donc on n'a pas un problème de réflexion sur les modèles économiques. Donc ça, on a un potentiel naturel énorme. Ce qu'on a aussi comme chance, c'est qu'on a un capital humain considérable. On a 35% de la population et à moins de 36 ans. Et on a aussi une ancienne génération qui est relativement bien formée. Ceux qui ont fait l'école française, par exemple, on ne va pas tous les balayer. Hein. On peut en profiter de leur savoir-faire. Vous savez qu'en Algérie, on est parmi les rares pays au monde qui ont ce qu'on appelle le statut de retraité actif. Normalement, nous, parce qu'on a un taux de chômage très élevé, normalement, on devrait pousser les gens à partir à la retraite le plus rapidement possible pour employer les jeunes. Mais parce qu'on a des cadres aussi qui tiennent, comme on dit, la baraque, entre guillemets, qui sont de l'ancienne génération et qui sont très compétents. Je pense que les gens qui ont l'âge de vos parents, vous connaissez des gens qui sont très très bien, qui sont très compétents alors qu'ils n'ont pas fait de grandes études. Donc je pense qu'il ne faut pas ignorer cette capacité. On a des jeunes aussi qui sont très compétents. On a cette alliance-là qui est faisable. Je fais le parallèle avec ce que je retrouve sur le terrain dans les entreprises chinoises. Vous savez que les plus grandes entreprises chinoises, comme celles que vous voyez qui investissent en Algérie, la CRCC par exemple, ils ont un modèle organisationnel qui est simple. Ils mettent à la tête des grands services des gens âgés, très compétents, mais les ingénieurs, ils sont tous jeunes, moins de 35 ans. Donc c'est pour avoir quelqu'un qui a une sagesse, une expérience, mais la force motrice reste la jeunesse. Donc on a plein de moyens de combinaison à faire. Donc sur ce point-là, je ne crains pas du tout de difficultés économiques. Certainement, on va avoir des périodes de crise, ça c'est certain. C'est parce qu'en fait, la transition, elle va être très difficile. Mais pour répondre à la question sur est-ce que le modèle que je défends va permettre de désigner un gouvernement transitoire, mais justement, c'est ce que je défends. C'est-à-dire que si on arrive à dégager des représentants au niveau de chaque wilaya, de chaque ville, etc., ces mêmes représentants peuvent être aussi placés au gouvernement transitoire. Mais à ce moment-là, on va rétrécir la liste, parce qu'en fait, peut-être le gouvernement transitoire, on aura besoin de quoi, 20 personnes, 22 personnes peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais ça ne va pas être sur l'ensemble, on peut tirer au sort sur chaque ville, par exemple, et désigner un gouvernement transitoire. Mais il faudrait qu'on garde toujours en tête que c'est nous qui désignons les personnes et qu'en cas de difficulté, on pourra les révoquer. Et je pense que c'est la clé. Et le fait de savoir que si demain je vous donne le pouvoir et qu'en cas au premier virage, je vous vire, je pense que vous ne serez pas très intéressé par occuper le poste. Et je pense que mon ami qui a parlé de la démocratie athénienne, les Grecs, même si avec leurs difficultés bureaucratiques, leur misogynie, parce qu'ils excluaient les femmes, ils avaient les esclaves, etc., bien évidemment, on condamne tout ça, mais ils ont régné pendant des siècles avec ce modèle-là, parce que n'importe quelle personne est éjectable à n'importe quel moment. Donc il n'y a que les personnes qui sont honnêtes et compétentes qui restent, et voilà, ils les aident, ils les soutiennent. Et je pense que c'est un critère de base qui est implacable à mon avis. Voilà. Merci. Quand on voit qu'est-ce qui se passe au Venezuela, il y a de l'argent qui se jette par terre, oui, c'est l'effet de l'inflation. On se demande est-ce que l'Algérie va subir le même cas. Donc, en parlant de la transition, c'est-à-dire si la transition va durer, va prendre beaucoup de temps, ça va favoriser cette crise en Algérie. La question de l'inflation, elle est très probable. Déjà, on a un problème monétaire, je pense peut-être qu'il y a parmi nous des économistes dans la salle, on a un problème monétaire avec le lancement de la planche à billets que notre cher monsieur Yahya avait favorisé pendant des mois et des mois, donc il nous a mis dans une difficulté économique réelle. Parce qu'en économie, si je vais simplifier très rapidement, lorsque vous créez de la monnaie, il faut créer une contrepartie de richesse dans la société. Si je vous paye, si je vous rémunère pour votre travail, c'est parce que vous avez fait quelque chose, soit une prestation de service, soit vous avez produit un bien. Et donc ce bien ou ce service a sa place dans le marché, c'est une richesse. Donc c'est pour ça que je vous donne de l'argent. Donc l'argent que vous recevez a son contrepartie dans la société. Donc si vous imprimez de l'argent comme ça de façon incalculée, ça va forcément créer de l'inflation. Donc nous en Algérie, on a une inflation en moyenne de 6%, ce qui est quand même énorme. Et donc il faudrait trouver des solutions immédiatement après la transition contre ce système d'impression de la monnaie illimitée. Est-ce qu'on va voir le scénario du Venezuela ? J'ai envie de dire possible, mais pas trop, parce qu'en fait, le Venezuela n'a pas les mêmes caractéristiques géostratégiques et géopolitiques que l'Algérie. Ceux qui pensent que l'Algérie, ça risque de s'éclater militairement, etc., peut-être qu'il faudrait parler avec des spécialistes de la géopolitique. Moi, j'ai essayé de lire
des trucs sur ça. C'est que l'Algérie, elle est à 40 minutes des côtes européennes. Si ça éclate en Algérie, vous imaginez que les 40 millions d'Algériens vont pas tous rester chez eux. Et ça va être un phénomène d'immigration, exactement, d'immigration très compliqué à gérer. Donc l'Union européenne surveille attentivement ce qui se passe en Algérie parce qu'ils ont très peur que ça vire vers des violences sociales ou militaires qui vont entraîner une vague d'immigration assez massive. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a presque 10 millions d'Algériens en Europe. Et ce qui risque aussi de déstabiliser les pays européens, parce que c'est quand même une forte communauté, à l'image de la France, qui, je pense qu'on a presque 7 millions d'Algériens en France. En plus, en France, vous avez ce qu'on appelle le droit, j'ai oublié ça, le droit d'accueillir un descendant ou un ascendant de la famille si vous êtes un résident régulier, etc. Donc ça va créer des déstabilisations énormes. Mis à part en fait le contrat de marché qu'ils ont en Algérie, les contrats gaziers, pétroliers, je vois très très mal en fait une perturbation aussi profonde en Algérie, sachant que la Chine et la Russie essayent aussi de maintenir les relations de partenariat assez solides avec l'Algérie. La Chine a par exemple presque 140, l'équivalent de notre PIB, 140 milliards de dollars de biens ou de prestations de services, ou de ce qu'on appelle en économie formation brute de capital fixe en Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'argent et surtout qu'ils ont beaucoup de contrats de marché en Afrique. Et l'Algérie est la porte de l'Afrique, donc ils ne veulent pas en fait revoir le scénario libyen parce qu'ils ont perdu beaucoup de marchés en Libye et beaucoup de marchés à côté à cause de la Libye. Donc la Chine, elle tient absolument à ce que l'Algérie reste stable militairement, et la Russie aussi, parce que la Russie c'est la rivale directe des États-Unis, donc ils ne veulent pas qu'en fait les États-Unis ou l'Europe se réapproprient l'Afrique du Nord. Et comme on est un allié assez fort de la Russie, donc la Russie, si vous regardez dans la Méditerranée, elle n'a que l'Algérie comme allié fidèle dans la Méditerranée. Elle a quelques relations plutôt sympathiques ou amicales avec d'autres pays, mais qu'il n'y a que l'Algérie qui est le traditionnel allié en Méditerranée. Donc rien que la Russie et la Chine ne vont pas lâcher en fait l'Algérie sur le plan géostratégique. Mais je vois très mal le scénario d'inflation, de pic d'inflation arriver. Ça peut arriver, c'est pas en fait improbable. Mais il faudrait justement à ce moment-là, nos intellectuels préparent la suite et qu'ils débattent sur ça. Parce que moi, je ne peux pas parler là tout de suite sur tout ce que je pense sur l'inflation en Algérie. C'est très tôt pour en parler. Mais surtout, il faudrait inviter des économistes spécialistes de plusieurs niveaux. Parce que la question monétaire, il vous faut des économistes spécialistes de la monnaie, ce qu'on appelle les monétaristes. Il vous faut aussi des spécialistes de la fiscalité. Parce que la question de régulation fiscale, elle gère aussi la monnaie. Et il vous faut des économistes experts en matières premières, etc. À ce moment-là, il faudrait ouvrir le débat pour inviter plus de personnes qui pourraient parler de ça. Je vous remercie. Donc, quelqu'un d'autre pour intervenir? Oui, Hamza. Monsieur camarade, ne pensez-vous pas que l'émergence d'un leader, c'est rendre le peuple esclave de cette doctrine? Ma deuxième question, défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? Merci, monsieur. La première, ne pensez-vous pas que l'émergence d'un leader, c'est rendre le peuple esclave de cette doctrine? Ma deuxième question, défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième. Est-ce que défendre ses droits, c'est défendre ses intérêts? Là, il y a un problème sémantique, c'est-à-dire sur l'étymologie. Si vous considérez que vos droits sont vos intérêts, c'est que bien évidemment, vous protégez vos intérêts. Mais est-ce que vous pensez aux intérêts économiques? C'est-à-dire est-ce qu'un industriel qui défend ses droits, lui aussi, il défend ses intérêts économiques? Mais je parle des citoyens. Je pense que nos droits sont nos intérêts sociaux avant tout. Si on arrive en fait à stabiliser notre cause commune qui est la société, la vie sociale, je pense que c'est notre intérêt bien évidemment, mais après il y a un jeu sémantique, étymologique, qu'est-ce qu'on appelle intérêt? Est-ce qu'on va glisser par les intérêts économiques? À ce moment-là on va penser aux industriels, aux entreprises, etc. Eux aussi ils ont le droit de défendre leurs intérêts, mais je pense que c'est notre rôle citoyen de défendre nos droits sociaux et donc nos acquis sociaux et aussi nos intérêts sociaux. Et c'est pour ça qu'en fait, dans la démocratie athénienne, donc je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure,
ils écartaient les plus riches, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc les plus riches n'avaient pas le droit de se présenter comme élus. Les Incas, ils faisaient la même chose en Amérique latine. Pendant 2 siècles, ils écartaient les propriétaires des terres, des bêtes et des outils d'agriculture parce qu'ils étaient les plus riches et donc ils n'avaient pas les mêmes intérêts que les autres agriculteurs et que les autres paysans. Donc là, c'est un problème de définition. L'autre question, c'était sur est-ce qu'on a si on a un leader, est-ce que ça va faire est-ce que ça va rendre un leader? Pour moi, un représentant n'est pas un leader. C'est-à-dire, si je vous ai désigné par le modèle que je défends, vous êtes tiré au sort et que je vous contrôle au premier virage, vous êtes révoqué, vous n'êtes pas du tout un leader. Vous êtes, au contraire, comme ils appellent les Grecs, vous êtes mon serviteur. C'est-à-dire que vous êtes en train de servir le peuple. Donc vous êtes un représentant qui nous rend service. Vous nous représentez à certaines échelles. Et puis, à la fin de votre mission, vous pouvez arrêter, quelqu'un d'autre va prendre votre place, etc. Mais je pense qu'en Algérie, on a un gros problème de figure de leader. Mais ça, c'est l'État-providence qui a fait ça. C'est l'État distributeur. Enfin, c'est même pas le distributeur, c'est l'État distributeur qui met des gens à la tête de chaque région et qui lui distribue la rente, la richesse. Et donc on attend que le leader soit là, prenne la parole, etc. Moi je suis contre ça, hein. Bien évidemment, je suis contre la figure du leader. Ce que j'avais eu comme incident la dernière fois lorsque j'ai essayé d'organiser des débats publics pendant la manif, ça a débordé. Donc il y avait plein de gens qui sont venus me voir, qui me soutenaient, donc je les remercie, mais qui me disaient il faut le refaire. Mais justement, il faut sortir de ça. C'est pas à moi de le refaire. Et c'est à notre citoyen de le refaire. Et si c'est la même personne qui prend la parole, on aura forcément un leader, on va se retrouver dans le même piège. Et ça veut dire que si la personne qui prend souvent la parole, qu'on considère un bon porte-parole, bon parleur, intelligent, etc., si demain il tombe malade ou qu'il décède, on va se retrouver face à un vide. Donc il faudrait sortir absolument de ça, que les citoyens prennent aussi l'initiative d'organiser des débats par eux-mêmes. Et vous allez voir, c'est un apprentissage très rapide, hein, prendre la parole au public, débattre, exposer ses idées. Moi, je sais que je me trompe très souvent, mais je ne suis pas gêné lorsque je me trompe et que quelqu'un me corrige. Au contraire, je suis content. Et donc, je pense que tous les citoyens peuvent faire ça. Donc, on sort de cette figure de leader. D'autres intervenants, s'il vous plaît? Oui. Zulflaoun, Hicham. Je vous remercie pour votre activisme. Et je n'ai pas assisté parce que j'étais un petit peu en retard, mais j'ai programmé pour vous voir, pour vous tutoyer. Bon, j'ai 2 questions. En fait, c'est des réflexions. Par rapport à ce mouvement, on est tous dans la rue, mais il y a toute la société qui est dans la rue. On a un problème avec un pouvoir qui est là depuis 62. Mais il y a un autre problème, c'est la rente en Algérie. Il y a un pouvoir qui tient sa rente, qui la distribue. Il y a un comportement rentier ancré dans la société. On veut le changement, il y a des leaders qui émergent, mais on a un problème. La suite, notre combat, est-ce que la rente commence à s'amenuiser? Vous êtes d'accord? Et le problème des mentalités ne vont pas changer d'ici demain. On aura un problème avec de nouveaux rentiers, que ce soit dans les directions et dans la société surtout. Comment peut-on affronter ce grand problème de rente et de passer de la rente et de revaloriser ou bien redécouvrir la valeur du travail? Comment peut-on faire ce sursaut? Comment on a fait pour le 22 février? La deuxième question, elle est un peu plus profonde. Le monde actuellement, je sais que tu es un spécialiste de la Chine, moi aussi je travaillais un petit peu sur la Chine. Le combat qui se joue actuellement entre la Chine et les États-Unis, une sorte de finale qui va diriger le monde d'ici 20 ou bien 30 ans, entre la démocratie occidentale américaine libérale et ce qu'on appelle la méritocratie chinoise. Est-ce qu'il nous faut
pour l'Algérie, dans le cadre de la réflexion, une démocratie style occidental, ou bien on va chercher un nouveau leader, ou bien un parti qui va nous guider vers une prospérité économique que les gens vont se retrouver au lieu de regretter. J'ai peur que les gens vont regretter l'époque de Bouteflika. J'ai peur, c'est une peur. Et merci. Merci Belkacem. Belkacem, je le connais, c'est un bon économiste de l'université de Béjaïa. Donc on s'est croisés 2015 à colloque international, c'est ça 2015 ouais, à Constantine. Justement, ça parlait de la Chine-Algérie. Et donc vous comprenez à travers ces questions que c'est quelqu'un qui est spécialiste de l'économie, qu'il utilise des termes techniques assez précis. La question de la rente, est-ce qu'on va partir, comment on va créer une autre alternative pour valoriser le travail? Moi, je pense que c'est vrai qu'on est habitué à la rente parce qu'on a ce qu'on appelle dans le dialecte algérien, donc la sociologie ou sociolinguistiquement, ça définit les choses, c'est-à-dire donne-moi un logement, donne-moi un travail, c'est-à-dire que le citoyen algérien, il est dans l'attente de l'État distributif. Mais je pense qu'on est dans un moment où on doit sensibiliser les gens sur ça. C'est-à-dire que ce qui devrait chercher l'Algérien, et je pense que la plupart des Algériens, grosso modo, cherchent ça aussi, ils cherchent à vivre de leur travail. Si le citoyen algérien et rentier demande à ce qu'on l'aide, à ce qu'on l'assiste, parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie la logique d'assistance et la logique d'assurance, donc on est dans une logique d'assistance, mais je pense que si l'Algérien demain, il se rend compte qu'il est capable de vivre dignement avec son travail, il ne serait pas forcément dans la logique de la demande d'un État rentier à téléhaqé, parce qu'il serait autonome et en termes de revenus. Mais on a un problème d'échelon salarial. C'est-à-dire lorsque vous travaillez en Algérie, à la fin du mois, les 10 premiers jours peut-être, votre salaire sera systématiquement épuisé parce que c'est insuffisant par rapport au pouvoir d'achat. Donc là, l'État n'a fait aucun effort de corrélation entre le salaire, le SNMG, le salaire national minimum garanti, et la valeur du marché en parallèle. Donc là, c'est la première des choses à faire. Moi, je pense économiquement, tu es un économiste, je pense que tu penses directement à ça. Si on a des réformes à faire, c'est sur la corrélation entre le pouvoir d'achat et le salaire des gens. Si vous voulez que les gens demandent moins à l'État, il faudrait qu'ils gagnent dignement leur vie, de 1. La rente, on est obligé de sortir d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si tu regardes bien nos exploitations en hydrocarbures, ils s'épuisent à toute vitesse. Nos stocks pétroliers ne sont plus les stocks des années 70. Il ne reste pas grand-chose. Des spécialistes, ça reste des pronostics. Ils parlent que d'ici 2053, on n'aura pas assez de réserves pétrolières à commercialiser. C'est pour ça que moi, je favorise l'énergie solaire pour garder nos stocks pétroliers. On en aura besoin pour les industries, etc. Vous avez ce qu'on appelle en anglais la loi EROI, et je pense de mémoire, c'est Energy Investment on Energy Return. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on investit, c'est le taux, par traduction, c'est le taux d'énergie investie pour extraire des matières premières. Donc, depuis les années, je pense de mémoire, lorsqu'on a découvert le pétrole 1848, au 19e siècle, on dépensait l'équivalent d'un baril de pétrole pour extraire 100 barils de pétrole. C'est-à-dire, en termes de valeur énergétique, on dépense un baril, on récupère 100. Au 1970, on dépensait 6 barils de pétrole pour extraire 100, donc dans le même ratio. Maintenant, on dépense 17 barils de pétrole pour extraire 100. C'est-à-dire qu'on cherche le pétrole sur des zones très 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 profondes. Ça veut dire que les stocks s'épuisent. Et il faudrait penser à ça parce qu'on en aura besoin pour nos générations futures. Vous savez que nos enfants, demain, je pense que l'une des premières choses qu'ils vont nous dire, c'est que vous avez massacré notre énergie pétrolière. Pour nos industries, on en aura besoin. Pour créer les stations solaires, on en aura besoin. Et donc, je pense qu'il faudra tout de suite sortir de ça. Je pense que voilà, faire un travail sur le ratio corrélation salaire pouvoir d'achat, premier élément, sortir de la rente pétrolière, les gens vont comprendre qu'on n'a pas assez de pétrole, on devra le garder, mais qu'on devrait tous vivre grâce à notre travail.
Je pense que c'est ce qu'on cherche. On cherche tous la dignité, quelque part. On cherche tous la dignité. Donc si demain, on arrive à gagner notre vie par notre travail, ça serait très bien. J'ai pas besoin de dire au-dessus, s'il te plaît, donne-moi un logement social. Je vais pouvoir l'acheter, faire un crédit bancaire, l'assumer, etc. Je pense que c'est les deux paramètres de base. Pour la deuxième question sur la rivalité États-Unis-Chine, et c'est une grande rivalité, je pense que comme moi, tu as lu pas mal de choses sur la Chine-États-Unis. Donc il y a la rivalité géostratégique, économique, sur aussi les partenariats commerciaux. Est-ce qu'on aura un modèle, on va devoir choisir soit l'un, soit l'autre comme modèle démocratique? On n'est pas obligé, à mon avis. Je suis pas obligé de choisir la démocratie libérale américaine qui a ses limites. On sait très bien, aux États-Unis, ils ont vécu pendant 180, presque 200 ans sans avoir de sécurité sociale. C'est quelque chose quand même de complètement illogique, aberrant. Aux États-Unis, si vous êtes né handicapé, c'est comme si vous avez en fait le monde qui s'effondre contre vous. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Europe, les pays scandinaves, où ils ont un modèle qui croise la logique d'assistance et d'assurance, c'est-à-dire qu'on prélève les impôts sur les plus riches et on aide les ménages les plus pauvres ou les plus démunis, parce que si vous avez un problème de santé, vous n'avez pas choisi de le faire. Je pense que c'est des éléments qu'il ne faudrait pas ignorer, que les États-Unis ignorent complètement. Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il voulait abolir l'Obamacare, c'est ce qu'il avait installé sur la sécurité sociale pour 200 millions d'Américains, parce qu'il considère que c'est à toi de payer tes soins, c'est à toi de payer tes frais de scolarité, et si tu tombes malade ou que tu es handicapé, tu n'as qu'à te débrouiller. Donc il laisse quasiment très peu de chances d'assistance aux citoyens. Je pense que c'est inhumain, carrément inhumain, et antisocial, antidémocratique de penser comme ça. Donc l'Amérique, sur ce point de vue, je ne la prends pas du tout comme un repère. De l'autre côté, la Chine, je pense que tu le sais peut-être mieux que moi, sur l'autoritarisme chinois, sur le communisme obligatoire, c'est pas du tout un modèle aussi politique. Je pense que les intérêts sont économiques et ne sont pas dans le modèle démocratique. C'est-à-dire que si on garde les mêmes partenariats avec la Chine et les États-Unis, ils peuvent nous laisser choisir notre modèle démocratique. Mais si on commence à leur dire non, on va arrêter les contrats avec vous parce qu'on est autonome, etc., à ce moment-là, ils peuvent nous causer des problèmes. Je pense que nos diplomates ne sont pas bêtes, ils ne vont pas aller stopper toutes les relations internationales avec la Chine ou les États-Unis, du moment qu'on n'a pas une puissance militaire, une autonomie économique, etc. Je prends le cas de l'Iran, souvent c'est ce que je répète. Ahmadinejad, il se taisait devant des milliers de personnes dans les réunions internationales, jusqu'au jour où il avait la bombe atomique, il avait l'arme nucléaire, il avait une indépendance économique, des partenariats avec la Chine et la Russie. À ce moment-là, dans les réunions de l'ONU, il disait aux États-Unis que vous êtes des criminels. Et parce que les États-Unis, à ce moment-là, ne pouvaient rien faire, parce qu'il avait l'arme, la bombe atomique. Donc à ce moment-là, il pouvait dire aux gens, oui, je fais comme je veux. Mais je pense qu'il ne faut pas être bête. La guerre, elle est militaire. On a vu ça avec l'Irak, qui n'avait pas l'arme atomique, donc on l'avait colonisé facilement. Enfin, pour moi, c'était une colonisation. On l'avait dominé militairement facilement. Pour moi, pour faire récap, donc sortir de la rente pétrolière tout de suite, je pense que c'était un bon économètre, donc faire le calcul. Est-ce qu'on a besoin d'un SMIC à 50 000 dinars? Est-ce qu'on a besoin d'un SMIC à 60 000 dinars, par exemple? Créer de l'emploi tout de suite avec l'énergie solaire, sortir, parce que ça va créer des milliers d'emplois. Créer les panneaux, les installer, acheminer l'électricité. Pourquoi pas mettre des usines de voitures électriques, par exemple? Ça se fait en Europe, alors qu'ils n'ont même pas d'énergie solaire. Ils les créent. On pourra les créer nous-mêmes, parce qu'on a de l'énergie solaire gratuitement. On pourra sortir de la pollution, etc. Donc je pense qu'il y a des génies en développement durable. On aura besoin de leurs idées pour mettre tout de suite des politiques économiques. Et puis sur le modèle politique, on est libre, et combiner, prendre. Moi, je suis prêt à tirer des principes des États-Unis, de l'Europe s'il le faut, et puis combiner un peu les nôtres. Une bonne idée, c'est une bonne idée. Que ce soit un Chinois ou un Américain qui me la donne, je la prends. Que ce soit un fou qui me la donne, je la prends. Donc, je pense qu'on est libre sur ce choix. C'est à nous de le construire. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Donc, d'après la deuxième question, vous voulez intervenir? Oui, d'accord. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour nombreux assistants, merci pour cette conférence qui était importante. Donc, ce que je veux dire, ce que je pense, soi-disant, chaque domaine doit définir bien son but et les éclairer effets devant tout le monde. Soi-disant, en architecture, on aura les énergies renouvelables.
Donc, on doit les définir. En environnement, on aura soi-disant construction dit parc. Ce n'est pas du parc que je veux dire. Ça veut dire des jardins botaniques et aussi, comment on dit, l'agriculture biologique. Donc, on devra les clarifier devant tout le monde. Et le fait qu'on fait le vote, on doit avoir des nombres qui vont être, je ne sais pas moi, des présidents bien, doivent dire leur planification. Soit disant, durant la première année, on fait telle et telle chose, etc. Jusqu'à la 5e année. Et on devra avoir, soit disant, pendant la 4e jusqu'à 5e, on devra avoir qui d'intervenir et ce qui doit continuer comme travail. Et merci. Donc, je pense que si j'ai bien compris, c'était ça. Donc, vous avez parlé des modèles d'architecture, d'agriculture biologique, etc. Après, c'est pas du tout mon domaine, mais je la défends parce que je suis quelqu'un qui défend l'écologie. Donc, bien évidemment, je pense qu'on doit sortir, surtout qu'on a les moyens de sortir de l'agriculture classique et passer à l'agriculture bio. Et bien évidemment, ça va créer des milliers d'emplois, ça c'est certain. Tous les économistes le savent. Après, sur les plans d'urbanisme, architecture, c'est pas du tout mon domaine. J'ai lu pas beaucoup de choses sur ça, mais par curiosité, j'aime ça. Mais j'ai pas les compétences techniques pour dire qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Mais j'ai parlé des smart grids tout à l'heure sur les réseaux intelligents. Ouais, mais c'est à vous peut-être de le faire si vous êtes architecte ou moi c'est ce que je défends justement. Lorsqu'on a désigné quelqu'un par tirage au sort et qu'il est compétent dans un domaine et honnête, mais qu'il manque qui est méconnaissant d'architecture ou d'urbanisme, il fera appel à des compétents. Il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, que ça soit Bouchachi ou Tabo qui va monter, il n'a pas des compétences en architecture aussi, en économie, etc. Donc il fera appel à des compétents. Ça, c'est un classique. Sur ce que vous dites sur les plannings sur 5 ans, j'ai envie de dire, c'est un peu naïf de penser comme ça, parce qu'en fait, ils font souvent ça. Ils vous présentent un planning qui est parfait. Les plannings, lorsque je me souviens très bien, lorsque j'avais lu les plannings du ministère d'économie pendant le 3e mandat de Bouteflika, je m'étais dit, sur le papier, c'est parfait, mais après, sur l'application, qu'est-ce qu'il y a? Donc, moi, je pense que c'est pas la question est-ce qu'on va mettre un bon planning clair ou pas, mais c'est est-ce qu'on a la possibilité de le contrôler, de lui mettre la pression, de se dire, T'as noté ça sur ton planning, j'attends, ça fait 6 mois, c'est pas encore fait, donc soit tu le fais, soit on te vire. Donc c'est ça qui manque. Sinon les plannings, je pense qu'on a assez de gens qui écrivent bien, qui pensent bien, qui vont mettre des projets qui sont beaux, mais sauf qu'on n'a pas malheureusement la capacité de leur dire monsieur ou madame, j'ai voté pour vous en 2015, vous avez noté telle chose sur votre planning, mais je la vois pas. On n'a pas la capacité. Il va vous dire oui, je l'ai noté, mais j'ai pas pu la faire, et puis c'est tout. Hein. Oui. Eh ben, on est d'accord alors, c'est ce que je défends. On est d'accord sur ça, vous avez résumé, donc on est d'accord. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions, c'est bon. Un autre intervenant, s'il vous plaît. Ouais, Monsieur et camarades, j'aimerais vous entendre dire que le véritable mal, la vraie problématique, c'est cette idéologie de l'assimilation. J'aimerais vous dire que chacun a son idéologie politique, mais c'est à nous de créer la nôtre. Pourquoi se référer toujours à certaines structures ou bien certaines organisations, ou bien vous avez tout à l'heure cité quelques pays communistes qui ont échoué. C'est alors nous devons créer le nôtre quand même. Pourquoi favoriser cette idéologie d'assimilation et de s'assimiler à certaines structures qui ne favorisent pas notre idéologie? Merci, monsieur. Merci encore une fois, mais je sens que vous aviez déjà beaucoup lu sur le communisme parce que vous êtes très attaché à l'idée d'appliquer le communisme. Le communisme, sur le plan idéologique, c'est parfait, encore une fois. Mais sur le plan d'application,
ça semble très très compliqué. Mais moi je rêve d'avoir un communisme appliqué, mais je rêve de voir ça. Mais je sais qu'en fait les intérêts des producteurs de richesse ne collent pas du tout avec le communisme. Si demain vous êtes un patron d'entreprise, essayez de suivre l'exemple. Si vous êtes un patron d'entreprise, vous avez 2000 salariés, et vous faites un chiffre d'affaires en millions d'euros, et qu'à la fin de l'année, moi, l'État, je vous dis, vous devez donner 70% de votre richesse, je ne sais pas si vous allez accepter. Parce que le communisme, s'il doit être appliqué, ça va passer comme ça. C'est-à-dire que la richesse, le communisme, par définition, considère que la richesse créée n'appartient pas au patron, elle appartient aux salariés. Ce qu'on appelle les prolétaires, dans ce qu'il décrivait Marx. Donc Karl Marx, il défend que les moyens de production doivent appartenir aux salariés, aux prolétaires. Donc, est-ce que vous, en tant que patron, vous êtes prêt à donner 70%, 90% de votre bénéfice au peuple pour le distribuer avec vos salariés, par exemple? Donc on n'a aucune personne qui accepterait ça, parce qu'on considère toujours que la personne qui crée la richesse est légitime du bénéfice ou du profit qu'elle réalise. Donc là, sur le plan idéologique, il y a pas mal de contradictions entre le communisme et la réalité économique. Parce que la réalité économique, elle est gérée par les patrons d'entreprise, malheureusement. Si demain vous êtes un entrepreneur, vous créez de la richesse, et si vous créez de la richesse, on a du mal à accepter à ce qu'on vous impose, à ce que vous donniez 90% de votre richesse. Parce que sinon, les entrepreneurs, ils vont faire une chose, c'est de quitter le pays et d'aller investir ailleurs. Et donc c'est ce qui arrive généralement. Le seul pays qui arrive à maintenir des entreprises publiques partout, non, ce n'est pas la Chine, justement. La Chine, elle ouvre les capitaux au privé. Oui, mais c'est pas communisme, ça. C'est pas communiste. Voilà, ils ont mixé entre un socialisme d'État et un capitalisme de marché. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est la théorie de Ziodening. Il s'appelle Ziodening. C'est en fait un sino-allemand. C'est un économiste. Il avait détaillé la théorie de l'oiseau et de la cage, c'est-à-dire que c'est ce mélange-là. L'oiseau peut voler, mais il vole dans un espace fermé. Donc il décrit en fait le capitalisme chinois comme le oiseau qui peut circuler dans le marché, mais qui est fermé par un socialisme d'État qui est verrouillé par le Parti communiste. Donc on ne peut pas le qualifier comme modèle communiste à 100%, parce qu'il y a un capitalisme très pur. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de cette population marginalisée, dominée, les Mingang, etc. Et ça, c'est anticommuniste, malheureusement. Mais moi, je suis pour qu'on crée notre modèle. C'est ce que je viens de dire à mon ami Belkacem, c'est que moi, je ne suis pas pour reproduire les modèles français ou scandinaves à la racine. On a nos caractéristiques socioculturelles, on doit créer notre modèle à nous, mais on pourra l'adapter, le modifier, l'améliorer. Moi, l'idée que je défends du tirage au sort, désignation d'en bas, peut-être sur l'application, elle va être complètement modifiée. Hein. Peut-être que, parce qu'on va se rendre compte qu'on pense comme ci, on pense comme ça, on a des idéologies différentes, et ça va être adapté au contexte algérien, mais moi, je suis partant pour ça. Mais je suis d'accord sur une chose, lorsque vous avez parlé d'assimilation des idéologies, je pense que bien évidemment, on doit laisser nos casquettes de côté. Je pense que nous, dans la salle, on ne se dit pas est-ce qu'on est communiste ou capitaliste ou socialiste ou conservateur ou pas. On cherche à ce que l'Algérie se libère, on cherche à trouver un moyen de s'en sortir. Et c'est ce qui fait notre union et j'espère qu'on va garder ça jusqu'à la fin. Donc, si vous le permettez, je sais que le sujet est assez intéressant, hein, puisque là, donc on passait à autre étape de proposition. Donc, mais si vous le permettez, donc on va clôturer donc à ce niveau. Donc, je tiens à vous remercier tous. Donc, à remercier notamment donc notre invité Hicham. Et donc qui nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Donc moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc j'ai eu beaucoup d'informations. Et donc je pense que le travail maintenant, c'est maintenant qu'il commence. Hein, donc il faut qu'on aille de l'avant, qu'on passe plutôt à des propositions et qu'on passe à l'action donc sur terrain. Et je pense que c'est le rôle de chacun d'entre nous, de tous les citoyens, tous les Algériens, commençant par notre région, par Béjaïa, et donc allant donc s'ouvrant à toute l'Algérie.
Une autre fois, je tiens à vous remercier tous pour votre contribution. À Hicham qui a répondu positif dès que je l'ai contacté, donc il y a un bon moment. Je remercie aussi donc l'équipe de Web TV donc qui assure donc la diffusion directe pour que tout le monde puisse en profiter. Donc le personnel de l'auditorium donc qui a mis donc à notre disposition donc le local. Et donc pour clôturer, je laisserai à Hicham de clôturer de sa façon. Merci à tous. Donc, très rapidement, je vais pas les. Merci à vous pour. Merci à vous pour l'invitation, c'est un honneur d'être ici, c'est ma ville aussi, donc c'est un devoir d'être ici parmi vous. Moi j'ai juste un message à faire passer, c'est pas un conseil paternaliste, c'est pas une injonction, mais je pense que chacun d'entre nous, s'il a une idée à faire, à appliquer, qu'il aille la faire directement sur le terrain. On a tous des perfections en tête, on a tous des idéaux. On aimerait que ça se passe comme ci, comme ça. Mais si on n'ouvre pas le débat, on ne concrétise pas les actions, parce que moi, j'aurais pu me limiter à faire des conférences dans des universités, mais je vais aussi sur le terrain à rencontrer le peuple, la population, qui n'est pas universitaire et autres. Et c'est là où les choses se passent. C'est-à-dire ça se passe sur le terrain. Donc si vous avez des idées à faire, à appliquer, n'hésitez pas à les faire. N'attendez pas que les gens les fassent à votre place. Et surtout pour sortir de cette figure de leader, il faudrait qu'on soit tous citoyens autonomes, indépendants. C'est-à-dire qu'on puisse faire des actions nous-mêmes, les créer, les concrétiser, les finaliser. Et tant pis si on se trompe, justement, on doit se tromper. Tant pis si on se trompe, mais c'est en se trompant qu'on va avancer justement. C'est juste ma philosophie de vie, j'agis comme ça. Voilà, merci à vous. Juste par correction, donc je tiens à le dire quand même, je remercie donc mes étudiants qui activent vraiment donc très fort depuis donc le début de ce hirak, donc notamment les étudiants de la FSNV. Donc je vous remercie donc personnellement en mon nom, donc Madame Saadawi, je tiens à vous remercier et puis à vous féliciter. Et ceci donc ne reflète que votre volonté et vouloir donc faire une Algérie meilleure. Et elle sera meilleure, Inch'Allah.